Alors, tout le monde a bien compris que mon problème, c'était de faire des vidéos brèves pour embêter le monde. Alors, avantage, ces histoires des quatre murs, il semble qu'on est là ensemble pour un moment. Donc, on va pouvoir s'en faire du Proust. Ça tombe bien, on pourrait en faire pendant 10 ans si on veut. On va peut-être pas aller jusque-là, quand même. Alors je voulais attaquer à la fois ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire comment Proust est devenu Proust. Ou en tout cas, il a toujours été Proust, parce que s'il n'avait pas toujours été Proust, il ne serait pas devenu Proust. C'est cette histoire d'Adorno, si Beethoven ne s'était pas pris pour Beethoven longtemps avant d'être Beethoven, il n'y aurait jamais eu de Beethoven. Proust, il y a un petit peu ce truc-là, c'est-à-dire qu'il a toujours été lui, et pourtant, il a fallu 37 ans pour que... Eh ben ça y est, ça part, ça commence. Et puis quand ça commence, il lui reste 14 ans, et puis ça finit pas. C'est un grand cercle qui tourne, qui se... Et puis si, il y a quand même une fin, puisque au moment où l'inachevé cesse, parce que Proust n'est plus là, eh bien, le narrateur commence d'écrire le livre que vous venez de finir de lire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Alors, c'est encore plus bizarre parce que ça oblige à partir dans un chantier qu'on finit pas. Le chantier d'un livre qui, pour les gens comme moi, a toujours existé, qu'on appelait le Contre Sainte-Beuve, et en fait qui n'a jamais été un livre. Pourtant, il a eu sa forme Pléiade. Donc, vous saviez qu'il y avait des Pléiades qui n'avaient jamais été un livre ? Proust, le Contre Sainte-Beuve. Et puis voilà. Puis c'est ça, moi, mon problème, c'est que vous prenez une petite trappe, et puis vous ouvrez la trappe, et puis il y a une autre trappe, et puis il y a une autre trappe, et puis il y a une autre trappe. Alors, c'est quoi, par exemple ? Est-ce que vous avez lu les pastiches de Marcel Proust ? Oui, alors vous savez que ça existe. Et puis, est-ce que vous connaissez encore mieux quelqu'un qui aurait lu en entier les pastiches de Marcel Proust ? Ouais, peut-être Jean-Yves Tadier. Moi, j'ai jamais lu en entier. Par contre... Prenez un fait divers vraiment sordide, quoi, du bien sordide, comme c'est notre spécialité maintenant et qu'on croit que c'était pas déjà leur spécialité de l'époque. Ben si, l'affaire Le Moine. Et puis vous prenez les auteurs qui pour vous semblent tordre la langue. Alors des gens qui tordent la langue, ben, par exemple il y a Saint-Simon, et vous allez raconter l'affaire Le Moine comme Saint-Simon l'aurait écrite. Et puis évidemment, vous prenez ensuite des gens comme Balzac, se serait pris l'affaire Le Moine. Et puis tant qu'à faire, on va y aller sur Flaubert. Comment il aurait raconté l'affaire Le Moine, le père Flaubert, un copain Gustave. Et puis en même temps, par exemple, vous prenez des Goncourt, qui sont quand même pas des figures majeures de la littérature de fiction, mais bon, comme c'est des concierges qui reparlent de tout le monde, on va voir chez eux comment ils parlent des autres, c'est déjà bien. Vous savez ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils racontent les Goncourt ? Eh ben, on parlait ce soir-là de l'affaire Le Moine, et ce jeune idiot de Marcel Proust, ce snob, ce mondain, qui n'a jamais écrit de livre, eh bien, il est allé à Émile Zola, il lui a foutu une claque. Alors tiens, peut-être ça vous donne envie d'aller y voir ça, un peu. Et simplement, la question, c'est que c'est Proust qui l'écrit. Alors, ouvrons la trappe Sainte-Beuve. Vous avez lu Sainte-Beuve ? Ben moi, dans mes proches, il y a un gars dont je sais que chez les bouquinistes, il avait acheté un Sainte-Beuve en entier, comme un Buffon en entier. C'est Pierre Michon. Pourquoi, aujourd'hui, aurait-on une raison de s'intéresser à ce vieux crouton qu'est Sainte-Beuve ? Mais justement, ce développement de la presse, le pouvoir pris par la presse, mais en même temps, le développement de l'imprimerie, la façon dont peu à peu l'édition se sépare de l'imprimerie. Balzac, quand il lance son opération, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il réédite, par exemple, La Fontaine. C'est-à-dire qu'il est à la fois imprimeur et éditeur. Et puis quoi ? Ben c'est parce que le livre devient objet de vaste consommation qu'il sort des couches nobiliaires et qui devient à la fois apanage de la bourgeoisie, oui, parce qu'il va falloir du temps pour tout ça. Ce qui naît en imprimerie et se dissocie progressivement en édition et en imprimerie va se réapproprier
l'héritage français. Et donc, le papy Sainte-Beuve, qui est peut-être pas un papy encore à l'époque d'ailleurs, exagérons pas, dans le Figaro, chaque lundi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il raconte pourquoi il faut aller relire Madame de Sévigné, pourquoi il faut aller lire George Sand, pourquoi il faut aller lire Charles Perrault et Agrippa d'Aubigné, et ainsi de suite, et ainsi de suite. N'oublions pas Saint-Simon. Et donc, le travail de Sainte-Beuve, c'est faire en sorte que ces gens qui viennent au livre par la presse s'approprient non pas comme on décore une maison de notaire avec des pléiades, ou encore des notaires, j'en connais qu'un et un seul, mais il est super comme ça, et un fin lecteur. Mon Christian. C'était un aparté, mais de temps en temps j'ai besoin d'aparté, parce qu'ici, Consolation Proust, dièse 5. Bah, si on se console, c'est justement parce que on se parle aparté. Bon, enfin, en tout cas, que le livre, c'est pas de la décoration, mais que le corps de la littérature française, eh bien, justement, c'est de la tripe, c'est de la chair, c'est des aventures humaines, d'être. Et là, Sainte-Beuve, il est très fort. Simplement, où il s'arrête, Sainte-Beuve? Ben, il s'arrête au même endroit qu'Émile Littré. Et Émile Littré, on ne le prend pas pour un demeuré comme ça. Où il s'arrête, Émile Littré? Il commence le français au XIVe siècle, XIIIe siècle, il suit, il vous donne tous les exemples, mais quand ça arrive à Chateaubriand, pour lui, non, ça se défait, c'est romantique. Ben, Sainte-Beuve, c'est pareil. Ça veut dire que Sainte-Beuve, à la fois, occupe une position d'autorité symbolique qui fait que c'est par lui qu'on apprend la littérature. Et quand il vous parle de la littérature, qu'est-ce qu'on reçoit? Simplement, tous ceux de son siècle, qui viennent à lui comme des petits valets, ça nous gêne. L'humilité de Baudelaire, de Stendhal, il les loupe. Pour lui, c'est des petits bonshommes. Puis là, cette espèce de jeu comme ça, croyez que on n'en a pas fini avec. Donc il loupe Stendhal, il loupe Flaubert, il loupe Baudelaire. Et Proust, c'est ça qui l'étonne. En fait, le paradoxe, c'est pas des questions d'auteur, biographie, vie, etc. La question pour Proust, c'est comment quelqu'un qui comprend de façon aussi intime, aussi forte la littérature française, peut être capable de louper tous ceux qui inventent la littérature en son propre temps. Pour moi, c'est ça qui est fascinant dans Proust. Pastiche, tu sais pas écrire, tu trouves pas quoi écrire, t'as pas ta marque à toi, essaye, et puis t'es capable. Tu prends l'affaire Le Moine, t'es capable de la faire comme Flaubert, t'es capable de la faire comme... Mais c'est pas toi encore. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'y arrives pas, tu vas traduire. Qu'est-ce que tu as envie de traduire? Ruskin, parce que c'est fabuleux. Ruskin, d'abord, quand on le lit, il ne comprend pas. D'abord, il ne parle pas anglais. C'est sa grand-mère qui va l'aider à déchiffrer le premier jet. Mais quand Ruskin il parle de la cathédrale d'Amiens, et donc, mais qui s'intéresse à Ruskin en France? Déjà, dans son pays, c'est 300 personnes. On va traduire Ruskin. Alors, il y a une autre chose sur laquelle on reviendra, c'est Jean Santeuil. C'est-à-dire, il a 25, 26 ans. Il y a un roman. Et Jean Santeuil, on va retrouver toutes les figures qui sont dans la recherche. Presque toutes. Et c'est ça, pour moi, aussi un des mystères essentiels de Proust, mais je voudrais qu'on y revienne. C'est-à-dire, Jean Santeuil est un livre quasi achevé. Et c'est un livre, vous savez, La recherche du temps perdu, Un amour de Swann, c'est Proust qui paye à monsieur Grasset de ses propres deniers, que ce soit imprimé et édité. C'est-à-dire que personne n'en veut de ton truc, paye-le avec tes sous. Ça aussi, ça n'a pas forcément tant changé que ça. Mais ça veut dire que Jean Santeuil, il aurait pu l'imprimer, le publier avec ses sous. Il en avait beaucoup plus d'ailleurs à l'époque. Et puis, c'est Maurice Blanchot qui en parle, qui met le premier à mettre l'accent là-dessus. Proust s'interdit de publier Jean Santeuil, et on ne sait pas à quoi tient cette espèce de savoir irrationnel que sous Jean Santeuil, il y a autre chose à conquérir. Alors évidemment, Ruskin, ça marche pas. On y revient très 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 vite avec une préface qu'il écrit, qui s'appelle Journée de lecture, et qui va être aussi une des sources essentielles pour entrer dans la recherche. Mais donc, tu peux pas faire, tu sais pas quoi faire, tu sais pas écrire, tous tes copains ils sont devenus des musiciens, des peintres et tout. Tu peux faire un essai, après tout. Parler de la littérature. Est-ce que c'est encore de la littérature?
Que son essai, il l'appelle contre Sainte-Beuve. Ça veut dire qu'à la limite, tu mets un cercueil dans le milieu de ta piole, tu t'assois dans le milieu du cercueil, et c'est déjà ça le destin de ton livre. Et par quoi il commence? Justement, cette phrase fameuse, qui reviendra tout à la fin du temps retrouvé. Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Chaque jour, je me rends mieux compte que ce n'est qu'en dehors d'elle que l'écrivain peut ressaisir quelque chose de nos impressions passées, c'est-à-dire atteindre quelque chose de lui-même est la seule matière de l'art. Ce que l'intelligence nous rend sous le nom du passé n'est pas lui, en réalité, etc. Et là, vous pigez que on n'est pas encore dans Proust. On n'a pas ouvert la recherche. On n'a pas pris le poignard pour se remonter les tripes comme ça, éclater le corps à tripes. Et puis, ça y est, on est parti dans la littérature. Mais on est tout au bord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La méthode Sainte-Beuve, puis vous avez un article sur Gérard de Nerval. Ça intéressait beaucoup de monde à l'époque, Nerval. Moi, j'y crois pas trop. Et la treille où le pampre à la rose salie, il est un air pour qui je donnerais. Mais de quoi il parle? De la couleur de Nerval. Écoutez ça. Vous savez, ce musicien américain Prince, haut comme 3 pommes, un quart, qui a inventé cette chanson qui s'appelle Purple Rain. La couleur de Sylvie, c'est une couleur pourpre. D'une rose pourpre en velours pourpre ou violacé, et nullement les tons aquarellés de leur France modérée. À tout moment, ce rappel de rouge revient, tire, foulard rouge, etc. Et ce nom lui-même pourpre de ces 2 i, Sylvie, la vraie fille du feu. Pour moi, qui pourrait les dénombrer, ces mystérieuses lois de la pensée que j'ai souvent souhaité d'exprimer, que je trouve exprimées dans Sylvie, j'en pourrais compter, je le crois, jusqu'à 5 et 6. J'ai le droit de dire que quelque distance qu'une exécution parfaite, qui est tout, mettent entre cette simple velléité de l'esprit et un chef-d'œuvre, mettent entre les écrivains dits en dérision penseurs et Gérard. C'est eux qui peuvent pourtant se réclamer de lui plutôt que ceux qui, à la perfection de l'exécution, n'est pas difficile, puisqu'ils n'exécutent rien du tout. Certes, le tableau présenté par Gérard, il n'a pas encore de patronyme, Gérard de Nerval, est délicieusement simple, et c'est la fortune unique de son génie, ces sensations si subjectives. Si nous disons seulement la chose qui les provoque, nous ne rendons pas précisément ce qui leur donne du prix à leurs yeux, mais aussi si nous essayons en analysant notre impression de rendre ce qu'elle a de subjectif, nous faisons évanouir l'image et le tableau, de sorte que par désespoir nous alimentons encore mieux nos rêveries avec ce qui nomme notre rêve sans l'expliquer, avec les indicateurs de chemin de fer, les récits de voyageurs, les noms des commerçants et les rues d'un village, les notes, etc. Alors, pour continuer dans ce Proust essayiste, je fais un petit saut, c'est quelque chose de plus tardif, écrit au moment de l'écriture de la recherche, c'est à propos du style de Flaubert. Et évidemment, moi je l'avais lu ce texte parce qu'il y a des choses tellement incroyables d'expression, par exemple. Et il n'est pas possible à quiconque est un jour monté sur ce grand trottoir roulant. Il y a d'ailleurs une vidéo qu'on trouve maintenant en archive on avait construit dans Paris un trottoir roulant. C'est une des archives, évidemment, vers 1910, je crois, les plus célèbres de notre cinéma. D'ailleurs, tout récemment, tiens, ils ont fait une espèce de reconstitution en 4K en démultipliant les images anagrammes. Là, on s'écarte. Bon, enfin, en tout cas, trottoir roulant. Et il n'est pas possible à quiconque est un jour monté sur ce grand trottoir roulant que sont les pages de Flaubert, au défilement continu, monotone, morne, indéfini, de méconnaître qu'elles sont sans précédent dans la littérature. Et quand il analyse, je prends le subjectivisme de Flaubert s'exprime par un emploi nouveau des temps des verbes, des prépositions, des adverbes, les 2 derniers n'ayant presque jamais dans sa phrase qu'une valeur rythmique. Un état qui se prolonge est indiqué par l'imparfait. Et quelquefois avec des choses qui sont uniquement de géométrie. Quelquefois même, dans le plan incliné et tout en demi-teinte des imparfaits, le présent et l'indicatif opèrent
Le présent de l'indicatif opère un redressement, met un furtif éclairage de plein jour qui distingue des choses qui passent, une réalité plus durable. Alors ce texte sur Flaubert, des fois, nous... Non, mais comment vous faites dans vos ateliers d'écriture? C'est quoi votre taf là? Tu le truc, c'est quoi? Tu prends un texte, comment tu l'analyses? C'est où qu'on l'apprend? C'est là qu'on l'apprend. C'est pas dans la théorie qu'on l'apprend. Quand des auteurs parlent des auteurs. Il y a un truc très bizarre d'ailleurs, c'est que Proust n'a pas aimé du tout la correspondance de Flaubert. Je crois simplement parce que à l'époque, il n'y en avait qu'une. C'était avant l'édition Connard de 1924. On n'avait que des petits morceaux dispersés. Donc, autant nous, la correspondance de Flaubert, c'est aussi une sorte de fitness permanent. Proust a raté ça. Je reviens à ce qu'on nomme Contre Sainte-Beuve. Alors, l'autre, ensuite, c'est Baudelaire. Ne vous inquiétez pas, je vais retomber sur mes pattes à la recherche. Patience! On y est presque! Alors, ce qui m'étonne sur le truc de Sainte-Beuve et Baudelaire, c'est que c'est énorme. 2, 4, 6, 8, 10, je ne vais pas compter. Et puis, voilà comment il procède. Il prend des vers de Baudelaire. Et dans cet univers, un autre plus interne encore, contenu dans les parfums, mais nous n'en finirions pas. Et si nous prenions n'importe quelle pièce de lui, je ne dis pas ces grandes pièces sublimes que tu aimes, comme moi, le balcon, le voyage, mais des pièces secondaires, tu serais stupéfaite, j'insiste sur le tutoiement parce que vous allez voir, d'y voir tous les 3 ou 4 vers, un vers célèbre, pas absolument baudelairien, dont tu ne savais pas où il était. Un vers matrice, semble-t-il, tant il est général et nouveau, de 1000 autres vers congénères, mais qu'on n'a jamais pu faire aussi bien, et dans tous les genres, des vers comme « Et les grands ciels qui font rêver d'éternité, que tu pourrais croire d'Hugo, comme « Et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait, que tu pourrais croire de Gautier, comme « Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais, que tu pourrais croire de Sully Prudhomme, comme « Tous ceux qu'il veut aimer l'observent avec crainte, que tu pourrais croire de Racine, comme « Ô charme du néant follement attifé, que tu pourrais croire de Mallarmé. » Comme tant d'autres que tu pourrais croire de Sainte-Beuve, de Gérard de Nerval qui a tant de rapports avec lui, qui était plus tendre, qui lui aussi a des démêlés de famille, Stendhal, Baudelaire, Gérard, mais où il est si tendre, qui est un névrosé comme lui, et qui comme lui a fait les plus beaux vers qu'on devrait reprendre ensuite, et comme lui paresseux avec des certitudes. Bon, enfin voilà, et quand on entre dans ce texte de Proust sur Baudelaire, et un autre texte sur Baudelaire qui lui est très tardif, qui s'adresse à Rivière, celui qui s'occupait de la revue NRF, vous savez, celui qui fait la correspondance avec Antonin Artaud, le beau-frère de Henri-Alain Fournier, l'auteur du Grand Mône. Et là, à propos de Baudelaire, mon cher Rivière, on cite encore. Et donc, citation, citation, citation. Citation, 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 6 citations qu'en font 36, 6 de 6, 36 fois 6, on continue page à page. J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, un parfanage autour de votre gorge nue. Je goûte à votre insu des plaisirs clandestins. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et puis tout à la fin de ce texte, à Rivière, il y a une petite note. Oui, il y en a des dizaines et des dizaines. Et il y a des citations de Racine, des citations de Malherbe, des citations des poèmes en prose. Et tout à la fin, il lui dit « Vous m'excuserez, chère Rivière, je suis sur un lit d'hôpital. Je n'ai pas de livre avec moi. » Tout ça pour en arriver où? Eh bien qu'il y a Nerval, il y a Baudelaire, et puis, ensuite, il y a sa maman qui meurt. Ah, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Non, c'est-à-dire que là, c'est là, les 37 ans. Il s'arrête d'écrire, ça dure longtemps. Et puis, tu te remets au charbon. Et quand tu te remets au charbon, tu te remets à l'essai. Et il y a quoi comme gros morceau après Nerval et Baudelaire? Eh bien, c'est le tour de Balzac. Je sais que Balzac est tout le temps dans la recherche du temps perdu. Et c'est là. Tu reprends l'écriture. Se tue. C'est-à-dire, tu n'aimes Baudelaire qu'à moitié. C'est-à-dire, c'est déjà écrit dans un dialogue, une rhétorique. On ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Mais voilà le début. Sainte-Beuve et Balzac. Un des contemporains qu'il a méconnu, donc que Sainte-Beuve a raté, est Balzac. Tu fronces le sourcil. Je sais que tu ne l'aimes pas,
Et là, tu n'as pas tout à fait tort. La vulgarité de ces sentiments est si grande que la vie n'a pu l'élever. Ce n'est pas seulement à l'âge où débute Rastignac qu'il a donné pour but à la vie la satisfaction des plus basses ambitions, ou du moins à de plus nobles buts, à si bien mêler celui-là qu'il est presque impossible de les séparer. Un an avant sa mort, sur le point de toucher à la réalisation du grand amour de toute sa vie, à son mariage avec Madame Anska, qu'il aime depuis 16 ans, il en parle à sa sœur en ces termes: « Va alors, c'est quelque chose à Paris que de pouvoir, quand on le veut, ouvrir son salon et y rassembler l'élite de la société, etc. etc. » C'est-à-dire que la complexité de ce début, c'est que il apostrophe un personnage. Et ce personnage, c'est qui? C'est sa mère. Sa mère est morte. Comment tu la ressuscites, hein? Tu la ressuscites, allons pas si loin. Il engueule sa mère. Post-mortem. Je sais que tu ne l'aimes pas. Alors, je vais te montrer que tu as tort et que Balzac... Non, c'est plus simple. T'as pas tort. Balzac, c'est vulgaire. Et puis quand même. D'ailleurs, tiens, peut-être ça fera le morceau de demain. Proust et Balzac. Voilà. Comment? Je sais que tu ne l'aimes pas. Qui est ce narrateur qui apostrophe aussi violemment sa mère dans un essai qui n'a rien à voir, en parlant de Balzac, en parlant de la composition sociale? Et la mère, elle est morte. La mère, dans la recherche, c'est la grand-mère qui va jouer le rôle. En tout cas, c'est elle qui va mourir, en direct. Mais à ce moment-là, celui qui est posé, c'est le narrateur. Marcel Proust ne finira jamais contre Sainte-Beuve. Pourquoi? Il n'en a pas besoin. Parce qu'à partir du moment où il a dit « Je sais que tu ne l'aimes pas », eh bien ça y est, il est entré dans la recherche. Et nous, on va continuer d'explorer tout ça. C'est super chouette que vous soyez là et qu'on puisse faire ça. C'est tellement bizarre en ce moment, tout. Tout est tellement bizarre.